màggee mere ko deful dara yo deful dara nanga nangu jàng ngir màgg jàngale déglu ngir màgg man digle jàng ngir màgg bañ rëccoo. Comme vous le voyez, ce que vous allez faire dans le second cycle est complètement différent de ce que vous allez faire que ce que vous avez l'habitude de faire au collège. Nous vous le rappelons. Au collège, vous étiez habitué à une approche thématique de la littérature. Par exemple, depuis la 4e où, par exemple, vous avez commencé les travaux d'argumentation avec l'étude des œuvres intégrales, notamment sous l'orage de Seydou Badian, où l'on va apprendre la thématique, par exemple, du conflit des générations. On passe en classe supérieure qui prépare le BFM, on tombe sur une si longue lettre et Vol de nuit. Tous ces romans portent des thèmes, la polygamie, l'éducation des enfants, les relations à l'intérieur, la problématique des cérémonies familiales dans notre société, tandis que Vol de nuit de Antoine de Saint-Exupéry pose la problématique de la responsabilité individuelle, dont l'auteur nous dit qu'elle se trouve dans l'exercice d'un devoir et non d'une volonté. Donc, la formation du collège vous donne des humanités thématiques sur lesquelles on vous inscrit. Voilà. En soulevant des thèmes à travers les livres que vous étudiez, c'est comme si vous vous demandez si vous étiez à la place de Ramatoulaye dans une si longue lettre, auriez-vous agi comme elle? Ou bien feriez-vous comme Aïcha, etc., etc. Mais le BFM en poche, vous débarquez chez nous, là, au lycée. Là, maintenant, l'approche de la littérature n'est plus thématique. C'est une approche chronologique et historique. Dans le second cycle, on fait de l'histoire littéraire. Et cette histoire littéraire se fait à travers une entrée qui passe par les courants et les genres littéraires. Et donc, là aussi, l'autre différence avec le collège, c'est qu'au collège, il y avait une étude globale de la littérature, vous disiez français. Mais là, vous dites littérature et vous les dispatchez. Une littérature africaine et une littérature française. Et donc, la littérature africaine que nous faisons, il faut qu'on la précise, c'est la littérature africaine d'expression française. Et donc, l'approche thématique de cette littérature, l'approche historique de cette littérature ne va pas être longue, car elle a commencé, si on prend comme repère le livre de René Maran, Badouala, publié en 1921, c'est une littérature récemment née, qui n'est pas trop vieille. Contrairement à la littérature française, donc votre approche historique va commencer à partir du XVIe siècle. Pourquoi le XVIe siècle? Parce que le XVIe siècle est appelé dans l'histoire de l'humanité le siècle de la Renaissance. Et donc, en réfléchissant sur ce que vous a appris votre prof de 3e, vous savez que le préfixe re veut dire deux fois naissance, donc deuxième naissance. Pourquoi on a appelé le XVIe siècle la Renaissance? C'est comme si l'histoire de l'humanité, derrière, vous avez 15, 14, cette période qu'on appelle le Moyen-Âge et l'Antiquité. Mais pourquoi donc on a choisi le XVIe siècle comme point de départ de cette approche historique de la littérature française? Mais parce que dans l'histoire humaine, le XVIe siècle est un siècle déterminant. C'est le siècle de la Renaissance. Et aussi, c'est le siècle de grandes découvertes qui ont fait comme si l'humanité venait de connaître une deuxième naissance. Par exemple, si on parle de ce siècle et qu'on parle de Christophe Colomb, c'est quel grand événement est lié au nom de cet explorateur italien au service de l'Espagne? La découverte, entre guillemets, de l'Amérique. Et Montaigne qui s'écrit, notre monde vient d'en découvrir un autre. Et même encore, la théorie de l'héliocentrisme est définie. C'est-à-dire que ce ne sont plus, ce n'est pas les astres qui tournent, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On avait cru le contraire. Cette théorie, elle est née et elle a été ébauchée à cette époque. De même aussi, sur le plan même scientifique de l'anatomie, Ambroise Paré, des découvertes techniques et autres sont faites. Bref, il y a tellement de nouvelles découvertes que l'on s'est rendu compte que ce monde, il est plus vaste qu'on ne le croit et qu'il y a beaucoup de choses que l'humain doit découvrir. Cette nouvelle démarche a créé un courant qu'on appelle l'humanisme. Et dans l'humanisme, vous avez le mot de la même famille humain. Donc l'humanisme,
c'est la foi en l'homme, en sa capacité de comprendre le monde, de l'expliquer et d'agir sur lui. Et même, à cette époque, par exemple, vous verrez avec votre professeur, donc le premier courant de littérature, qui est celui de l'humanisme de la Renaissance du XVIe siècle. Et c'est l'occasion pour le prof de le dispatcher en période, en vous aidant à le découvrir avec François Rabelais, avec sa trilogie Rabelais, Gargantua, Pantagruel. Et une fois cela fait, vous allez arriver aussi sur les poètes de la Pléiade, qui est l'occasion pour le prof de vous faire découvrir le premier genre littéraire, qui est la poésie. Et cette poésie, elle est découverte avec les poètes de la Pléiade, Ronsard et Du Bellay étant les têtes de proue. Et le prof va vous faire découvrir le sonnet, ce poème de forme fixe, composé de 14 vers, disposé en 4 strophes, dont 2 quatrains et 2 tercets. Il vous dira que dans un poème, on ne dit pas paragraphe, on dit strophe. Une strophe est un ensemble de vers rimés. La rime, c'est l'homophonie ou la répétition d'un son à la fin d'un vers, de 2 vers. Encore, il vous dira que encore, dans un poème aussi, les vers à l'intérieur de la strophe peuvent avoir diverses dispositions. Elles pouvaient être croisées, elles pouvaient être suivies ou plates, comme elles pouvaient être embrassées. Bref, vous ferez ce qu'on appelle la versification. Et donc, toujours en seconde, le prof qui avait fait le 6e progresse et va vers le 17e. Le 17e siècle, qu'il va appeler le siècle classique ou le classicisme. Donc, après le courant de l'humanisme, on va vers le courant du classicisme. Et ce courant du classicisme avait un idéal social qu'on appelait l'honnête homme. Et aussi, pour véhiculer l'idée de cet honnête homme, il n'y a pas un genre meilleur que le théâtre. Donc, ce siècle va avoir la domination du genre littéraire du théâtre. C'est le siècle de grand dramaturge. Un écrivain qui écrit des pièces de théâtre est un dramaturge. Comme Ronsard, plutôt, excusez-moi, comme Racine, comme aussi, on pourrait citer Molière, comme aussi on pourrait citer Corneille. Ces écrivains vont donner au théâtre français ses lettres de noblesse. Et ce théâtre français va se subdiviser en 2 sous-genres. Un genre où l'on rit, qui se termine bien, qu'on appelle la comédie, dominée par Molière. Et un autre genre qui va vers la purgation des passions, qui est un genre élevé, sérieux, qui se termine souvent par la mort, qu'on appelle la tragédie. Et c'est l'occasion pour le prof de vous expliquer les règles du théâtre, la règle des 3 unités, la règle de la bienséance, comment on reconnaît un texte théâtral. Bref, vous allez faire de l'esthétique des genres littéraires. L'esthétique des genres littéraires. Donc, après la poésie, vous allez découvrir le théâtre. Et ensuite, toujours en seconde, le professeur continue sa chronologie et arrive au 18e, qu'on a appelé le siècle des Lumières. Là où, par exemple, la poésie avait dominé pendant l'humanisme et le théâtre pendant le classicisme, le 18e, c'est le siècle de la prose, qui est un critère de base d'identification du genre romanesque. Car, dans le mot lumière, vous avez la métaphore de la clarté qui clarifie. Or, ces gens ont dit que, puisque nous écrivons pour éclairer les gens, pour leur faire connaître, la meilleure façon d'éclairer les gens, c'est d'être accessible, d'être simple et que tout le monde comprenne ce que vous dites. Et le genre qui sied le plus à cet objectif, c'est la prose. C'est pourquoi, si votre professeur en terminale fera l'étude de l'évolution de la poésie à travers les siècles, il pourra vous dire que de tous les siècles, le 18e est le siècle le plus antipoétique. Il n'y avait pas beaucoup de poètes à cette époque. Et quand on leur a dit, Diderot a répondu tout simplement, pourquoi dire de manière si compliquée ce que la prose permet de dire clairement? Parce que, et donc, ce siècle sera celui de la prose avec de grands écrivains
comme Jean-Jacques Rousseau, le contrat social, Montesquieu, l'esprit des lois, ou encore même ils vont se grouper pour faire un ouvrage collectif qu'ils vont appeler l'encyclopédie ou le dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des lettres. C'est pourquoi aussi on peut appeler l'ensemble des écrivains du 18e les encyclopédistes, avec E majuscule. Ce livre sera coordonné par Joachim Dibélé. Et donc, voilà là où doit s'arrêter le professeur avec le programme de littérature française en classe de seconde. Vous avez une bonne moyenne, vous passez en classe supérieure. L'année suivante, vous vous inscrivez après la seconde en classe de première. Je le mets au pluriel car le programme est le même pour toutes les séries. C'est le coefficient qui fait la différence. Voilà. Donc en première, comme que l'école s'était fermée avec le 18e, le siècle des Lumières, le prof continue. Il fait le 19e. Toujours dans la perspective de cette approche à travers les courants et les genres littéraires, il va continuer en parlant d'un courant qui était annoncé vers la fin du 18e à travers le concept du pré-romantisme. Il va parler du romantisme. Et le prof va vous parler de ce courant phare du siècle de la révolution industrielle. Et il va vous faire découvrir ce que c'est que le lyrisme, cette tendance à parler de ses propres sentiments. Vous allez découvrir ce qu'on appelle le mal du siècle, le vague des passions et de grands écrivains comme, entre autres, Lamartine, Chateaubriand, Victor Hugo, Alfred de Musset, Alfred de Vigny. Donc, ensuite, le prof va vous montrer toujours à l'intérieur du CDC un courant qui est issu d'une réaction contre le romantisme. Ce courant qui dit que ouais, vous les romantiques, vous mettez trop en avant l'imagination et vous avez tendance à rêver et à vous éloigner de la réalité. Le mot est dit. Revenez sur terre et regardez la réalité. Ce courant va s'appeler le réalisme. C'est un courant du 19e qui est né d'une réaction par rapport au romantisme. C'est pourquoi les élèves qui attendent pour être en terminale, pour commencer leurs approches, vont entraîner des lacunes. Car le principe de la littérature, dans une approche chronologique et historique, est soutenu par le principe de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc si vous ratez un pan de cette démarche, ça va vous faire des lacunes. Donc le romantisme de Bonosi est une réaction issue du romantisme. Et dans le mot réalisme, vous avez le mot réel, réalité. Donc, c'est une démarche dans laquelle on met en avant l'observation et une certaine fidélité à la réalité. On pouvait le résumer à travers même cette assertion très célèbre de Stendhal qui déclare que désormais le roman est un miroir que l'on doit promener le long d'une route, pour le paraphraser. Donc l'écriture se veut reflète la réalité. Cette réalité sociale du 19e siècle qui est, comme le dit mon collègue d'histoire du jour, celui des luttes des classes entre cette classe naissante de cette révolution qu'on appelle les bourgeois et cette masse d'ouvriers anciens paysans qu'on appelle le prolétariat. Le roman va témoigner de ces conflits. Et même, il y aura une systématisation scientifique du réalisme. Un réalisme qui se veut, qui prend des prétentions scientifiques, devient chez Émile Zola ce qu'on va appeler le naturalisme. Donc, si on vous dit qu'est-ce que c'est que le naturalisme, vous pourrez répondre tout simplement, c'est un réalisme qui se veut scientifique. Et l'écrivain phare de ce courant, ce sera Émile Zola, avec un célèbre roman parmi sa collection des Rougon-Macquart qui s'appelle Germinal. Et aussi pour le réalisme, le professeur est assujetti à faire une œuvre intégrale écrite par Gustave Flaubert qui s'appelle Madame Bovary. Et les grands écrivains de ce courant sont entre autres l'auteur du Père Goriot, on pourrait dire Honoré de Balzac. Et donc toujours à l'intérieur de ce siècle très mouvementé du 19e, il y aura une autre réaction. Pour rappel aussi, nous pouvons dire que le réalisme et le naturalisme
sont des courants qui se sont surtout exprimés à travers le genre romanesque, c'est-à-dire à travers le roman. Car n'oublions pas, je vous ai dit que dans cette année, dans ce cursus, l'approche de la littérature se fait à travers les courants et les genres littéraires. Donc, si le naturalisme et le réalisme se sont surtout exprimés à travers le roman, l'autre courant qui va être issu par réaction de toujours bleu, qui va s'appeler le Parnasse ou l'école de l'art ou l'art, sera un courant purement poétique. Le courant parnassien, en référence au mont Parnasse où vivent les muses qui inspirent les poètes, est un courant théorisé par un poète du nom de Théophile Gautier. Il s'offusque de toute forme d'utilisation servile de la poésie. Pour les Parnassiens, un texte, une œuvre artistique ou un poème ne devrait contenir aucun message politique, social ou religieux. Seule la musicalité engendrée par les vers devrait être privilégiée. Comme il le dit avec sa célèbre citation de Mademoiselle de Maupin, il n'y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien, tout ce qui est utile est bien. Donc le Parnasse, répétons-le, est appelé aussi l'art pour l'art. C'est un courant qui est contre toute forme utilitariste de l'art ou de la poésie. L'art pour eux n'a d'autre vocation que d'être beau. Sa visée essentielle doit être la beauté, et la beauté, rien que la beauté. Le Parnasse est surtout un courant poétique. Le Parnasse sera ici un autre courant, décidément. Il y a plusieurs courants dans ce siècle très mouvement. On va appeler le symbolisme. Dans le mot symbolisme, vous avez le mot symbole. Le symbole étant un élément qui renvoie à une autre réalité. Donc les symbolistes, qui ont un courant poétique dérivé par l'auteur des Fleurs du Mal, le très célèbre Charles Baudelaire, posent le postulat comme quoi toute chose ici-bas est le symbole d'une autre chose dans un autre monde. Et le poète maintenant, qui est un voyant, devrait découvrir cette relation qui existe entre le visible et l'invisible, qu'il appelle les correspondances. Toute chose ici-bas est le symbole d'une autre chose dans un autre monde. Et ce courant-là va fermer l'année de la première. Vous venez, pour terminer, la classe sommatique qui vous fait quitter le collège pour vous mener à l'université, c'est-à-dire la classe de terminale. Là aussi, le professeur va continuer l'étude des courants en complétant avec le surréalisme, enfin pour terminer avec l'absurde. Ce n'est pas si compliqué que ça. Donc si on récapitule, l'approche de la littérature française à travers dans le second cycle se fait dans une entrée par les courants et les genres littéraires. Les courants que l'élève doit connaître sont celui du XVIe siècle qui est l'humanisme de la Renaissance, celui du XVIIe qui est le classicisme, celui du XVIIIe qui est les Lumières, et le XIXe avec son romantisme hygolien et son réalisme balzacien et flaubertien, son naturalisme zolaïen, son Parnasse gautien et le symbolisme baudelairien. Enfin, il termine en terminant avec le surréalisme de André Breton, qui est aussi un courant qui s'est surtout exprimé à travers la poésie et les formes de création un tout petit peu particulières. Là, c'est véritablement l'approche qu'il faut faire. Et maintenant, dans cette promenade de l'histoire des courants littéraires, le professeur vous a fait découvrir la poésie en seconde avec les poètes de la Pléiade. Il vous a fait découvrir le théâtre avec les dramaturges de l'époque classique, Corneille, Racine et Molière. Il vous a fait découvrir la prose avec des écrivains comme Jean-Jacques Rousseau, l'auteur du Contrat social, Montesquieu, son célèbre L'Esprit des lois, ou encore Denis Diderot, d'Alembert et tant d'autres. Ensuite, il a continué pour vous faire découvrir donc cette prose qui est un critère formel propre au roman. Encore au XVIIe siècle, avec l'œuvre intégrale qui est au programme Madame Bovary, vous avez découvert le roman.
En arrivant en terminale, vous avez 3 esthétiques que vous connaissiez déjà. Il s'agit de la poésie, du roman et du théâtre, qui seront l'objet des cours de classe de terminale. C'est la même chose que vous allez faire en littérature africaine. Sauf que la littérature africaine, mes collègues oublient de vous préciser que c'est la littérature africaine d'expression française, de langue française, alors que nous ne sommes pas des Français. Donc, cette découverte de cette langue, outil trouvé dans les décombres de la colonisation, pour parler comme Senghor, dont les premiers écrits remontent, excusez-moi, presque de 1921. Parce que là, pour ce qui est de la littérature africaine, on prend comme repère 1921. Pourquoi cette année? Parce que c'est l'année de publication du célèbre roman de René Maran, qui a été pris concours, comme l'a été l'année dernière Bougar Sarr, du Grand Prix concours. Donc, ce roman de René Maran, qui s'appelle Batouala, publié en 1921, est considéré comme le point de départ de la naissance de la littérature africaine. Et le professeur vous a montré de là, automatiquement arriveront certains romans du premier courant. Et on aura par exemple des productions faites par des Africains, notamment qui sont nés au Sénégal dans les 4 communes, Saint-Louis, Dakar ou bien dans l'immigration. C'est ainsi que l'ancien instituteur saint-louisien Amadou Mapate Diagne va sortir un livre qui va s'appeler Les 3 volontés de Mandi, suivi de l'œuvre de l'ancien tirailleur Bakary Diallo, Force Bonté. Cette littérature, on va l'appeler la littérature de consentement. Consentement vient du verbe consentir, ça veut dire être d'accord sur quelque chose. Ils étaient d'accord sur quoi? À quoi ont-ils consenti? À la colonisation. Parce que dans leur livre, ces écrivains voient la colonisation comme une mission salvatrice, comme une mission civilisatrice. Notamment, par exemple, Bakary Diallo, elle présente la France comme une mère nourricière qui apporte son lait et les beautés de sa civilisation à ces pays que sont les colonies d'Afrique. Voilà. Mais arrive un courant de prise de conscience qui est né aux États-Unis et qui va s'élargir vers l'Afrique. En effet, vers les années 32, un grand intellectuel américain du nom de Webb Du Bois, certains prononcent Webb Du Bois, publie un roman, Âme Noire, dans lequel il amorce une prise de conscience des Africains, des Afro-Américains, qui en ont vraiment ras-le-bol de rester en marge de la société et d'être des personnes, des sortes de mendiants culturels sans civilisation. Et Du Bois dira, à travers son célèbre Âme Noire, Black Souls, que je suis noir, je me glorifie de ce nom et je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Ça va déclencher une prise de conscience de soi-même et un mouvement d'émancipation. Et ce mouvement d'émancipation va s'appeler la négro-renaissance américaine. En français, la renaissance nègre de Harlem. Harlem, c'est un ghetto qui se trouve aux États-Unis. Un ghetto, c'est un bidonville. Voilà. Et donc, de là-bas, le mouvement va faire des taches d'huile et va toucher partout où il y a de la diaspora. Le mot diaspora désigne la dispersion d'un peuple à travers la planète. Nous sommes dispersés de par le monde. C'est une résultante de la traite négrière. Il est très rare dans la Coupe du Monde de voir une équipe qui débarque sans un noir. C'est un résultat de cette traite négrière qui nous a disséminés de par le monde. Et partout où un noir est présent, ceux-ci ont été informés de ce mouvement. Et tout le monde essaye de se revaloriser, de revendiquer ses droits de citoyen et d'humain. C'est ainsi que ce mouvement arriva en France, où se trouvait un Sénégalais du nom de Léopold Sédar Senghor, un Martiniquais du nom de Aimé Césaire et un Guyanais du nom de Léon Gontran Damas. Ils vont fonder un mouvement poétique qu'ils vont appeler le mouvement de la négritude. Dans le mouvement de la négritude, vous avez le mot nègre qui signifie noir. Et Césaire, qui a forgé ce mot, dira que c'est le fait d'être noir et l'acceptation de ce fait. Tandis que pour Senghor, c'est l'être dans le monde du noir, c'est l'ensemble des valeurs de civilisation culturelle du monde noir. Voilà. Ce mouvement va s'exprimer à travers la poésie. La négritude, comme la Pléiade, s'est exprimée à travers la poésie. En plus de détails, quand nous ferons cette esthétique, nous dirons pourquoi le choix de la poésie
par les poètes de la négritude. Donc, c'est ainsi que Senghor va sortir Chant d'ombre, qui sera à votre programme de terminale, Hostie noire en hommage aux tirailleurs sénégalais, tandis que Césaire va lancer son fameux cahier de retour au pays natal, suivi de Damas qui va publier son recueil Pigment. Voilà. Et maintenant, étude de la négritude, après le roman de consentement. L'école est fermée, vous venez en première. En première, vous avez une entrée dans la littérature qui se fait par période. C'est très facile. Le prof va vous parler de cette première période qui part de 1920 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est tellement cohérent. Cette Deuxième Guerre mondiale, 45, si vous enlevez une année, vous êtes à 44, cela nous fait penser à Thiaroye 44. Donc cette guerre mondiale à laquelle beaucoup d'Africains ont participé sous le contingent des tirailleurs dits abusivement sénégalais, il n'y avait pas que des Sénégalais parmi les tirailleurs, bon, va faire que dans la deuxième période, ces Africains qui ont beaucoup aidé les Français à se défaire de l'évasion allemande vont eux aussi réclamer leur indépendance. Dire que, ouais, nous, vous auriez d'énormes problèmes. Nous avons beaucoup participé à la libération de vos pays. Donc, nous aussi, libérez-nous. C'est pourquoi la seconde période va se terminer en 1960. Cette date, dans l'histoire littéraire, chaque fois que vous l'entendez, pensez que c'est les indépendances. C'est pourquoi cette période du roman africain est appelée la période de contestation. On commence à contester. Et même là, en première, le prof doit faire une œuvre intégrale obligatoire. Il s'agit d'une vie de boy, Ferdinand Peyronneau, qui raconte le monde blanc en déliquescence à travers l'œil d'un petit boy qui travaille chez les Blancs. Bien. Et enfin, maintenant, la dernière période qui va de 1960 à nos jours, voilà, donc qui englobe presque l'œuvre de terminale, rendra compte de ce qu'on appelle le procès des indépendants. Maintenant, comme dira Didier Awadi, le bourreau est noir. Les Toubabs sont partis. C'est nous dans nous. Et cette période montrera que véritablement, tous les espoirs qu'on avait mis dans les indépendances se sont éventrés, que toutes les espérances qu'on avait ont été déçues. C'est pourquoi on a appelé cette période la période de la désillusion, la période du désenchantement, la période de déception. Et des romans phares témoignent de cela, comme notamment l'œuvre qui est au programme du terminal. Il s'agit de Les Soleils des Indépendances de Amadou Kourouma. Soleil des Indépendances, comme bien le titre le dit, est un roman qui fait le procès de la colonisation de l'Afrique indépendante et de ses avatars. Nous continuerons donc plus en détail en revenant cette fois-ci sur l'esthétique des genres littéraires, notamment la poésie, le roman et le théâtre. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions pour plus de clarté. Nanga nangu jàng ngir màgg